Adoption, enfant caché ou légitime, inceste ou même suicide, chaque famille a ses secrets qui se transmettent parfois de génération en génération. Ils sont lourds à porter évidemment pour ceux qui les connaissent, mais aussi pour ceux qui les ignorent. Vous allez voir comment. On vous a posé la question, est-ce qu'il y a des secrets dans votre famille? Et vous nous avez répondu à 46% oui. C'est immense, Nathalie. Ouais, et je pense que probablement on pourra aller plus loin, parce qu'évidemment tout ça prend du temps pour se révéler. On va en parler avec Philippe Grimbert, que vous connaissez bien sûr, qui est psychanalyste et l'auteur de ce livre, ce best-seller qui s'appelle Un secret, qui est sorti chez Grasset il y a quelques temps maintenant. 1 500 000, c'est bien. Je pense que vous avez œuvré pour le secret de famille. Un secret de famille, finalement, c'est quoi ? Par différence avec un mensonge, est-ce que ça s'inscrit dans une durée? Qu'est-ce que c'est un secret de famille? Comment est-ce qu'on pourrait résumer? C'est une vérité qui touche à un trauma, à un deuil, à une honte, qui n'est donc pas dit pour cette raison et qui se transmet souvent de génération en génération de façon inconsciente. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est comme une épine dans la peau, dans l'épiderme d'une famille et qui va s'infecter au fur et à mesure et parfois produire des effets assez néfastes sur un des membres de la famille, parfois 2, 3 générations après. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas dit pour des raisons qui sont absolument humaine et pathétique, et donc touchante. C'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la douleur, c'est le deuil impossible, c'est ça qui crée du secret. Et une fois que le secret est là, et qu'il n'est pas dit à un membre de la famille, on verra à quel point il peut être agissant parce qu'il n'est pas seulement ignoré, il est en même temps ignoré. C'est une sorte de savoir insu. Que pensez-vous de cette question? Est-ce qu'il y a un secret dans la famille, maman? Est-ce que quand on a écouté cette émission-là, d'un seul coup, on se dit, on va voir la famille, il y a un secret de famille chez nous? C'est drôle, qu'est-ce que ça peut générer? Ce sondage-là que vous avez évoqué, qui dit 46% disent oui, 54% donc disent non. À mon avis, 54% ne savent pas qu'il y a un secret dans leur famille. Vous dites que toutes les familles ont des secrets? Oui. J'ai envie de dire que secret de famille, c'est presque un pléonasme. C'est-à-dire que si le moteur du secret, c'est la honte, la culpabilité, les épreuves que traverse toute personne humaine, évidemment, toute famille secrète du secret. Alors pourquoi est-ce si difficile de vivre à l'ombre d'un secret de famille? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de révéler un secret? On va en parler ce matin sur le plateau des maternelles avec nos invités Virginie et Carole qui vont nous raconter leurs histoires. Merci beaucoup, docteur Claude Lécher. À bientôt sur le plateau des maternelles. Ouais. Les filles, à plus. Tchuss. Carole, bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous avez été victime d'attouchement pendant votre enfance et vous avez été prisonnière de ce secret jusqu'à tout récemment. Vous témoignez aujourd'hui anonymement à notre demande car l'auteur des faits étant décédé, l'affaire n'a pu être jugée. Aujourd'hui, vous êtes la maman d'une petite fille qui a 1 an et vous avez pu agir pour essayer d'en finir avec le poids de ce secret, notamment en termes de transmission. Merci de nous faire confiance, Carole. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Sidonie. Sur notre plateau des maternelles. Vous avez 3 enfants et vous avez découvert à l'âge de 30 ans un énorme secret de famille dont la révélation a bouleversé votre vie. Alors tout commence lors de votre premier accouchement à l'âge de 28 ans qui a été, alors ça c'est vos mots, une vraie boucherie. Vous avez eu des douleurs périnéales extrêmement violentes, vous ne pouviez même plus travailler à tel point vous aviez mal. Et on vous propose une opération et là vous rencontrez un chirurgien qui va changer le cours de votre existence. Voilà. Que s'est-il passé? Un chirurgien qui ne va pas m'opérer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, au premier accouchement, ce fut une boucherie parce que, je l'ai compris plus tard, je ne parvenais pas à mettre mon enfant au monde. J'ai appris par ce chirurgien qu'une naissance, et en tout cas la première naissance, donner naissance à son enfant, c'est renvoi à sa propre naissance. Mais ça, je ne le savais pas du tout à l'époque. Et donc, j'étais incapable de mettre mon enfant au monde. Je bloquais littéralement la délivrance de l'enfant. Et suite à cet accouchement, en effet, j'ai eu des douleurs postpartum énormes. Bien plus que la moyenne.
le périmètre de mouvance était la maison. Je marchais avec une canne. La station assise m'était insupportable. Je pense que j'ai testé tous les coussins ergonomiques qui peuvent être sur le marché. J'ai été opérée du coccyx, donc j'ai passé des mois allongée sur un matelas dans le salon. Donc je n'avais plus de vie. Je n'avais plus aucune vie. J'étais littéralement handicapée, prisonnière de cet étau douloureux corporel. C'était pas dans ma tête. On a fait des tas et des tas d'examens. Je suis passée de spécialiste en spécialiste. Et ces chirurgiens vous proposent non pas une opération, mais de gérer ma douleur par auto-hypnose. Et c'était le début, c'était le début de l'an 2000. Donc c'était une technique assez nouvelle. Enfin, moi, quand il me dit ça, je dis ah bon, oui, bon, pourquoi pas. À vrai dire, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pas hésité une seconde. Aujourd'hui encore, je me dis, ce chirurgien, il m'a sauvé la vie. Et je pense que mon inconscient m'a aussi sauvé la vie à ce moment-là, de ne pas mettre de barrière et de dire, vas-y, fonce, teste ça. Donc j'ai testé ce que c'était l'auto-hypnose. Est-ce qu'il y avait vraiment des risques en faisant de l'hypnose? Vous saviez qu'il y avait un risque de découvrir des choses, d'avoir accès Alors en fait, c'était lors de la première rencontre. La seule chose qu'il m'a dit, bon, ok, si vous acceptez, on va tester, on va tenter de déconnecter ce fusible de la douleur. Donc de la douleur qui était devenue complètement chronique. Et je lui ai fait confiance. La première chose qu'il m'a demandé, c'était si je pouvais mettre une forme sur cette douleur. Si cette douleur avait une forme, si c'était chaud, froid, ce genre de questions dont personne ne m'avait posé comme question jusqu'alors. Et quand je lui dis oui, il m'a dit, je dois vous prévenir d'une seule chose. C'est que vous allez plonger dans un état modifié de conscience qui s'associe un petit peu à de la rêverie. Voilà, vous allez plonger. Alors moi, j'étais souvent dans ma bulle. Depuis petite fille, j'étais souvent dans ma bulle. Il m'a dit, voilà, vous allez plonger dans ce genre d'état. Et alors, dans cette rêverie, Virginie, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, dans cette rêverie, d'abord, je suis partie sur une plage. Voilà, ma vision à moi, c'est que je suis partie sur une plage. Et directement sur la plage, en fait, il y avait un bois d'olivier fracassé. Comme s'il avait été fracassé par l'orage, et donc c'était un bois assez pointu. Et ce bois pointu, c'était vraiment ce que je ressentais comme douleur. Donc imaginez qu'on s'assoit sur ce bois pointu, eh bien c'est ça qui me faisait mal au derrière. C'était comme un pieu. Comme un pieu, mais fracassé, pas régulier. C'était, je le vois encore quand je vous le dis. Et puis là, le docteur m'a demandé. Alors les séances, en fait, j'avais l'impression que ça durait 10 minutes, et en fait, je crois que j'y ai passé parfois plus de 2 heures. Ce chirurgien m'accompagnait dans ma promenade. Et puis un jour, il m'a demandé en fait d'essayer de me décoller de ce bois et de partir dans la mer, de partir sur la mer. Est-ce que c'est là que vous avez découvert votre secret de famille? Petit à petit, voilà. Donc c'est un trajet, je pense qu'il a fallu au moins 9 séances, qu'elles se sont espacées de 6 semaines en 3 mois. Alors qu'est-ce que vous apprenez dans votre propre inconscient finalement? Parce que c'est votre inconscient qui vous a révélé ce secret de famille? Bien sûr, oui. Cet inconscient, au fur et à mesure, s'est libéré. Des flashs sont arrivés, des choses que j'avais complètement oubliées ou à la limite auxquelles je n'avais jamais pensé. Et puis un jour, je plonge dans un espèce de cratère de volcan. Et là, ça me fait très très peur et j'ai cette révélation, mon père n'est pas mon père. À ce moment-là, je me réveille, entre guillemets, parce qu'on est toujours consciente, on est toujours consciente, et je dis, docteur, je suis folle, là, il faut que ça s'arrête, parce que ce que je viens de vous dire, c'est pas possible. Et il me dit, vous n'êtes pas folle, vous allez reprendre un peu votre respiration, vous n'êtes pas folle, et je ne l'ai pas lu dans la Gazette. Un temps d'arrêt. Et il me dit, voilà, votre maman est venue me voir il y a quelque temps. Et pour elle, elle avait très très peur que vous découvriez cette vérité, parce qu'elle avait très très peur pour vous. Et voilà, moi je l'ai poussée à vous dire la vérité. Sa souffrance à elle l'a empêchée de le faire, et vous l'avez trouvée toute seule, cette vérité. Et je pense que pour moi, c'était beaucoup mieux de le trouver seule, en tout cas à travers mon inconscient, qu'une vérité qui m'aurait été assénée par un docteur à un moment donné, qui m'aurait dit, vous savez, quelqu'un est venu me trouver, voilà, parce que là j'aurais eu le choc. Ici, j'ai été à mon propre rythme de vérité. C'était votre cheminement. Philippe, vous êtes d'accord avec ce que dit Virginie? C'est plutôt mieux. Enfin, d'abord, ce qui est assez frappant, c'est que un secret, apparemment, donc à un moment donné, ça sort. Oui, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais ça suinte, ça transpire, je sais pas. Je suis d'accord avec Virginie déjà sur le fait que c'est au sujet
qui est sous le poids du secret, de découvrir lui-même quelque chose. En effet, on le sait en psychanalyse, quand un psychanalyste, ça nous arrive parfois de comprendre quelque chose et de se dire... Il ne faut pas céder à la tentation de l'expliquer à la personne qui est devant vous, sinon, en effet, elle n'a pas fait ce trajet de le trouver elle-même. Donc, l'hypnose vous a permis de faire votre propre trajet. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de savoir ce que j'appelais tout à l'heure un savoir insu, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours au fond de nous, quand il y a un secret de famille, et souvent il touche aux origines, à une naissance illégitime, à des choses de cet ordre, il y a quelque chose en nous qui le sait. Alors, ce quelque chose en nous, évidemment... C'est l'inconscient, c'est la meilleure façon de l'appeler. Mais cet inconscient-là, il recèle cette vérité qui refuse à faire surface et qui fait mal. Et d'ailleurs, vous l'avez éprouvé physiquement. Et c'est un très bel exemple de la façon dont les choses non dites peuvent se traduire par une souffrance corporelle, parce qu'elle ne peut pas être symbolisée. Et ce qui ne peut pas être symbolisé s'exprime directement dans le corps, sous la forme d'une souffrance parfois aiguë. Là, il y a vraiment... Je parlais d'une épine dans la peau de la famille. Oui. Cette fois-ci, c'est un pieu. C'est vraiment un arbre fracassé qui vous rentre dans le corps, c'est dire si le secret avait besoin vraiment d'être mis en mots. J'ai dit découvert, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a toujours chez les gens qui découvrent un secret quelque chose de l'ordre de cette double réaction, à la fois stupéfaction et en même temps familiarité. J'ai l'impression de l'avoir toujours su. Et c'est ce que symbolise cet arbre. Philippe, vous dites que c'est important de cheminer soi-même, mais enfin quand même, si la maman avait parlé, ça aurait été aussi bien, non? Enfin... Si la maman avait parlé, ça aurait été aussi bien, sauf qu'elle... Enfin, elle n'a pas parlé, mais vous n'êtes pas en train de dire que... question, puisqu'elle ne pouvait pas le dire, bien sûr. Dans l'absolu, un secret de famille, quand il est... D'abord, ça n'est plus un secret. Oui. Quand il est dit à un enfant très jeune, il n'a aucun effet dévastateur. Le jeune enfant, plus il est jeune, plus il assimile le secret, qui devient aussi dramatique soit-il, hein. Ton grand-père était un assassin, s'il sait très tôt, cet enfant, que son grand-père a fait des choses terribles, c'est quelque chose avec quoi il va grandir. Mais en revanche, si ça ne lui est pas dit, il y a 2-3 risques majeurs. La somatisation, on l'a vu avec vous, la répétition, c'est-à-dire que, j'ai pris l'exemple du grand-père, c'est que à la recherche de la vérité, cet enfant finisse par lui-même commettre quelques actes délictueux, voire criminels, pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette question sur son grand-père. Et la dernière... Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas la dernière qui me vient à l'esprit, c'est le risque de l'inhibition totale, je ne veux rien savoir, avec cette contagion dont je parle souvent, qui amènerait à ne plus rien apprendre dans aucun domaine. Un vrai risque pour l'intelligence. Virginie, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert ce secret de famille, que votre père n'était pas votre père? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça a changé physiquement chez vous? Alors, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord un grand vide, un grand soulagement d'une manière ou d'une autre, mais bon, comme Philippe le dit, c'est peut-être un savoir insu, donc oui, un grand soulagement, une énorme peine aussi, parce que j'ai eu un papa adoptif, c'est mon papa d'ailleurs, un papa formidable. J'ai été bercée d'amour toute mon enfance, toute ma vie. Et donc, c'était de l'ordre de l'impossible, parce que je m'étais complètement identifiée à ce père. C'était mon père. Donc, j'ai eu peut-être quand même à un moment donné de dire, mais non, c'est pas possible. Mais quelques instants, parce que forcément, après, toute la nature des choses, la réalité des choses, la vraie réalité prend le pas. Et ce qui a été... extraordinaire dans ma vie, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'accouchement, il s'est pas bien passé. Mais au fond, dans ma vie de femme, avant cet accouchement, j'avais un problème latent qui se situait au niveau du périnée et qui était vraiment un blocage sexuel, comme on peut le dire. C'est-à-dire que j'étais fermée. J'étais fermée de l'intérieur. Le périnée. Le périnée, dont j'ai appris qu'en médecine chinoise, le périnée, c'est le muscle des ancêtres. Je pense que le psychanalyste, vous pensez au père, à l'écoute des mots, bien sûr. Vous pensez à l'écoute des mots. Le père inné. Ça chatouille l'oreille quand vous le dites. Indépendamment de ce lieu. Ah bah oui, merci, voilà, ça c'est quelque chose que j'apprends. Moi, c'est le muscle des ancêtres aussi. C'était quand j'ai lu... Ça, je l'ai appris là. C'est de la médecine chinoise. Ah bah voilà, et ça c'est dans un livre du docteur Flammenbaum qui l'explique qu'en médecine chinoise, le périnée est appelé le muscle des ancêtres. Ce qui pour moi a été une révélation quand je l'ai lu. Et ce secret révélé, Virginie, est-ce que physiquement vous vous êtes sentie mieux? Est-ce que vous avez moins de douleur? Intimement, ça a été, je pense que ça a été la guérison n'a pris que quelques heures. Parce que, comme je dis toujours aujourd'hui, cette levée du secret a exactement 13 ans et 9 mois aujourd'hui, puisque ma petite fille, est née le 1 janvier. Et oui.
Ouais. Et en fait, ça a été vraiment une question. Ça a été une question d'heure. Je suis rentrée à la maison et comme je l'ai écrit, ce vide qui me faisait tellement peur dans ma vie, il s'est imposé à moi naturellement. Et mon mari et moi, nous avons pu concevoir Zoé dans la joie et dans le bonheur. Alors, naturellement. Ouais. Ça a été. On va continuer sur cette histoire parce que bon, tout ça a duré. Vous avez fait beaucoup de rêves, hein, c'est ça, assez incompréhensible. Oui, ça a continué après. Voilà, c'est ça. Ça a continué de cheminer, comme vous le dites. Il y a eu des bruits de vent, des bruits de chevaux. Aussi. Des bruits de sabots. Finalement, c'est votre grand-mère qui vous a révélé ce secret, qui a confirmé l'histoire de votre père. Comment vous avez réussi à la convaincre? Pourquoi, d'un seul coup, elle a parlé? Alors d'abord, je pense que j'ai retenu ses rêves, parce que ses rêves ne correspondaient à rien de ce que je connaissais dans mon pays. Je sentais qu'il y avait de la chaleur, j'entendais le vent, j'avais des grandes ombres, j'avais ces sabots dans les cheveux, et puis j'avais cette petite fille qui grandissait, et que je me disais, je ne peux pas rester juste avec cette vérité qui est dite, mais en même temps, qui est mon père biologique, qui est cette autre famille. Je pouvais pas, je n'imaginais pas traverser la vie sans faire le chemin pour mes enfants, et qu'ils aient toute la vérité. Et un jour, j'avais mon bébé dans les bras, et j'ai dit à ma grand-mère, écoute, que j'ai souffert moi, c'est une chose. Je m'en suis remise. Mais que cet enfant que j'ai dans les bras, cette petite fille, souffre à travers moi et à travers ce chaînon manquant, ça, je ne peux pas le supporter. Et donc là, j'ai été un peu poussive pour la première fois, parce que j'ai l'habitude d'être quelqu'un de très doux. Mais pour ces enfants, je pense qu'on a beaucoup de force. Et je lui ai parlé de mes visions, de mes rêves. Et sa réaction, ça a été de me dire, mais comment sais-tu ça? Comment peux-tu savoir ça? Et je lui dis, je peux savoir quoi? Et là, elle m'a révélé, elle m'a dit, ton père était vigneron dans le sud de la France. Et ce que tu décris correspond au domaine de ton père. Comment ces éléments, comment ces indices, Philippe Grimbert, sur son papa biologique ont pu se trouver dans les rêves et dans l'inconscient de Virginie? Ça paraît fou. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que la famille laisse passer dans une sorte de métalangage, d'infralangage, qui est le langage des émotions, des allusions, et qu'un enfant peut très bien saisir. C'est-à-dire que quand on prononce un nom dans une discussion de famille pendant que l'enfant joue et que la voix se casse à ce moment-là, l'enfant perçoit immédiatement qu'il y a là quelque chose qui peut ensuite venir dans ses rêves. Il y a quelque chose d'un peu plus étonnant, c'est en effet, vous avez dit les chevaux aussi, parce qu'il y a un rapport avec les chevaux. Le bruit, la chaleur, le bruit, oui, des perceptions, c'était sensoriel. Voilà. Ça on peut quand même, on sait tous on sait tous, presque, que in utero, l'enfant entend des choses, à défaut de les voir, et qu'il entend, s'il entend la voix de la mère et la voix du père d'ailleurs, et il distingue les deux dans les derniers mois de la conception, de la grossesse, il entend aussi la rumeur du monde extérieur. Et cette rumeur devait être faite de ces bruits-là qui reviennent à la faveur des rêves. Donc c'est pas magique, mais c'est le fruit de perceptions extrêmement archaïques qui peuvent prendre forme dans des rêves d'une façon poétique ou parfois en effet presque oraculaire. Et votre recherche, elle a duré longtemps, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et vous avez retrouvé votre père? Oui. Alors je l'ai retrouvé grâce à des cousines, parce que la souffrance, on se rend compte que les souffrances dans une famille, c'était au niveau de ma famille maternelle, mais c'était aussi au niveau de ma famille biologique française. Et donc le blocage était là, et j'ai dû passer par le niveau des cousines qui m'ont amenée auprès de mon géniteur, de mon père biologique. De votre père biologique. Oui. Alors Virginie, ce secret, quand vous l'avez découvert, vous avez évidemment partagé avec votre mari, avec vos enfants, mais aussi avec cette nouvelle famille que vous avez peu à peu découverte. Aujourd'hui, votre histoire s'écrit dans les Ardennes belges où vous vivez, mais aussi un peu en France, dans la région des Corbières. Et c'est Irma Kervran qui est allée passer une journée avec vous. Elle a pu faire connaissance avec votre grande famille. Ce matin, Virginie relit les épreuves de son manuscrit qu'elle vient à peine de recevoir. Ce récit, ça fait 13 ans qu'elle l'a entamé, au moment précis où elle découvrait que son père n'était pas son père biologique. Toutes les étapes de la quête de ses origines y sont consignées. Le point de départ d'une nouvelle vie. Ce manuscrit ne fait pas de tort, au contraire. Il fait du bien et il peut libérer enfin la parole
et même les corps au sein d'une famille, de notre famille. Après des années de souffrance, Virginie se sent aujourd'hui apaisée pour le grand bonheur de son mari et de ses enfants. J'ai senti que ma maman allait beaucoup mieux depuis que le secret avait été délivré à toute la famille et que ce n'était même pas que pour elle que c'était une délivrance, c'était pour tous les proches autour aussi. C'est un grand changement et tout va de mieux en mieux. Après des années de recherche, Virginie a finalement rencontré son père biologique quelques mois seulement avant sa mort. Et elle a découvert de troublants points communs entre Adrien et lui. Quand j'ai rencontré mon père biologique, les deux seules phrases qui ont été dites, c'est j'adorais mes tracteurs et il n'y avait que là-bas que j'étais bien dans mes machines. Et me citer les différents types, il y avait le chenillard, puis le tracteur à pneus lisses, etc., en fonction des épisodes de vie. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, les deux éléments, les deux phrases que mon père a émis correspondent exactement à ce que Adrien, depuis tout petit, ce à quoi Adrien s'intéresse depuis qu'il est tout petit, plus que s'intéresse d'ailleurs, se passionne. Durant toute cette quête, Claude a toujours soutenu son épouse. Le couple a d'ailleurs décidé d'acheter ensemble une propriété dans l'Aude pour se rapprocher des racines de Virginie. C'est pas vraiment tout à fait, je veux dire, la ville où est né son père. C'est un peu plus loin, donc on est un peu en dehors du passé et on construit nous-mêmes quelque chose là-bas. On s'y sent bien là-bas et on sent que c'est comme une ancienne terre. Et on a envie d'y rester là-bas. Si Virginie a pu renouer avec son passé, c'est grâce à ses cousines, et plus particulièrement à Isabelle, avec qui le lien s'est fait tout naturellement. Et même si plusieurs centaines de kilomètres les séparent, toutes deux essayent désormais de se voir dès que possible. Isabelle, elle m'a fait la surprise de m'envoyer un mail et de me dire j'ai appris que vous étiez ma cousine par mes sœurs et j'aimerais vous rencontrer. Ce qui pour moi a été un cadeau formidable. C'était dans toute cette quête qui avait été si longue, si difficile. C'était le premier mail qui venait dans le sens France-Belgique et qui venait, voilà, moi j'ai envie de vous connaître. J'ai appris que vous existiez et j'ai envie de vous connaître. Aujourd'hui, à Paris, Virginie retrouve Isabelle, mais aussi Martine, une autre de ses cousines. Toutes trois aiment à parler ensemble de ce passé, si longtemps gardé sous silence. Moi, j'étais demoiselle d'honneur au mariage de tes parents, en fait. Mais toi, tu étais plus grande, donc t'as plus... J'étais déjà adolescente, j'avais 14 ans. Voilà. Et c'est vrai que, en plus, ta maman, pour moi, enfin, quand on a 14 ans et qu'on cherche un modèle un peu pour s'identifier, je trouvais ta maman tellement belle. Enfin, elle était le symbole pour moi de ce que j'aurais voulu être plus grande. Donc c'est vrai que je les suivais partout là à ce mariage. Et c'est vrai que quand on est arrivé aux vacances suivantes, on nous a dit non, elle est plus là, elle est partie. Et voilà, et on nous a rien dit d'autre. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de faire des recherches paternité. Elle nous ressemble. Et je sais pas, c'était comme effectivement si elle était comme une de nos sœurs, puisque nous sommes 7 filles. Voilà, elle faisait... Enfin, il n'y avait pas de doute. C'était notre cousine. Virginie, votre livre « Voyage en mer intérieure » est disponible, il est en prévente. On a mis toutes les coordonnées sur le site des maternelles, évidemment. Alors, c'est fou, c'est vrai qu'on voit votre fils aîné dans ce reportage, il a l'air libéré lui aussi. Ça veut dire que... Oui. C'est vrai, hein. Philippe Grimbert, le secret de famille, quand il est levé, il soulage la personne qui est concernée directement, mais aussi les enfants, l'entourage. Absolument, absolument. Et je crois que Virginie l'a bien compris, puisqu'elle a dit je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour mes enfants, parce qu'on sait qu'un secret de famille peut avoir des effets nocifs sur plusieurs générations. Ce qu'on appelait autrefois les malédictions familiales, vous savez, ces accidents qui arrivaient régulièrement de génération en génération, étaient souvent la marque terrible du secret de famille. Vous leur avez évité ça, je comprends qu'ils soient heureux.
Autre histoire avec vous, Carole, puisque vous êtes retrouvée vraiment contrainte au silence. Donc, à l'âge de 8 ans, vous étiez une petite fille, vous avez été victime d'attouchement à plusieurs reprises par votre oncle. Attouchement qu'il vous a demandé de garder secret. Quelques années après, vous avez décidé d'en parler à sa femme, votre tante. Quelle a été sa réaction à elle ? C'est douloureux de revenir parce que c'est pas si loin. Vous êtes toute jeune, même si vous êtes l'heureuse maman d'une petite fille de 1 an. Donc j'arrive à trouver la force de parler. Et là, ma tante me dit que je dois me taire et ne rien dire. Parce qu'elle-même a vécu le même genre de choses et qu'elle n'a rien dit parce que ça tuerait sa mère. Donc sa mère, ma grand-mère, chez qui on vivait à ce moment-là. Et j'ai rien dit parce que si j'étais plus chez mes grands-parents, on était nulle part. Donc je me suis tue. Comment vous avez vécu cette demande de garder le silence? Donc vous avez obéi. C'est bizarre, vous parliez, en même temps vous demandez, ça devait être très compliqué. Oui. J'ai essayé de trouver un moyen qu'il se passe quelque chose et c'est pas arrivé. Et en même temps, je me suis dit, elle a vécu quelque chose de pire. Donc quelque part, tu as de la chance. Tais-toi. C'est avec ça, avec cette idée-là que vous avez grandi. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a influencé la façon dont vous vous êtes construite, dont vous avez grandi à ce moment-là? Oui, clairement, j'ai tout mis de côté. Et en même temps, il y avait cette culpabilité. Déjà de ne pas avoir vécu les mêmes choses qu'elle qui étaient terribles. Et d'avoir vécu moins. Voilà. Et aussi parce que mon oncle m'avait demandé avant qu'il voulait montrer quelque chose. Et moi j'étais petite et j'étais curieuse, donc j'ai dit oui. Et s'en est suivi, voilà. Et j'ai toujours... C'était de ma faute. Enfin, voilà, donc j'ai vécu avec cette double culpabilité. Ah ouais. Tout était de votre faute. Oui. Philippe Grimbert, oui, c'est terrible, c'est très émouvant de vous entendre parler, mais aussi vous parler. Donc c'est déjà une victoire formidable. Ben oui, aussi douloureux que ce soit, on le sent bien, mais vous parlez. Ce qui est déjà une façon extraordinaire de rompre cette loi du silence qu'on vous a imposée. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'en effet, dans tout le témoignage d'abus de cette sorte, ce sont les victimes qui se sentent coupables, honteuses. Et évidemment, il y a une sorte de retournement terrible qui fait qu'on souffre alors qu'on a été victime et qu'on devrait plutôt haïr celui qui nous a fait du mal. On se sent coupable d'avoir peut-être même, vous allez presque se dire, presque provoqué par votre curiosité. Alors que bien évidemment, c'est une curiosité d'enfant qui ne touchait pas à ça. Donc c'est malheureusement quelque chose d'assez fréquent. Et vous savez, on y retrouve, et on trouve dans les abus de cette sorte quelque chose de comparable, c'est terrible ce que je vais dire, mais avec les témoignages des rescapés des camps de concentration, qui se sentaient honteux, coupables, et parfois même avaient l'impression qu'on ne les croirait pas s'ils en parlaient. Ce qui est souvent le cas aussi pour les personnes victimes d'abus sexuels. Et vous parliez de la répétition aussi, Philippe Grimbert, si la tante de Carole avait parlé. Si elle avait parlé. Eh oui, là aussi, il y a quelque chose d'une répétition qui est absolument terrible. Mais je le répète, et ça me semble vraiment fondamental, c'est que le fait que vous en parliez, c'est le signe d'une victoire, quand même. Ça rompt le silence. Ça rompt ce silence. Oui. Vous avez beaucoup de force de le faire. La honte, la culpabilité fait vraiment partie du secret. Le secret, à mon niveau, c'était pareil. J'avais un sentiment de culpabilité énorme d'avancer dans les recherches.
Et ce qui m'a frappé dans votre discours, Carole, c'est que vous avez dit ça allait tuer ma tante, ma grand-mère. Et peut-être vous allez nous confirmer, mais ce mot-là, oui. Moi j'ai pensé que j'allais tuer ma mère, que j'allais tuer ma grand-mère, qu'il allait se passer des catastrophes mais monstrueuses du fait que je parle. Mais il faut avoir cette force et vous l'avez eue. C'est-à-dire qu'on a envie de ce qui peut paraître un mauvais jeu de mots, mais ce qui est tu peut tuer. Oui. Et c'est le silence qui peut tuer et non pas la parole. Ça veut dire qu'on a toujours envie de protéger ses proches, et ça dans le secret, quand on perçoit un secret, on se dit non, je vais protéger ma grand-mère, ma mère. On a ce réflexe-là quand on est enfant. J'évoquais tout à l'heure le moteur du secret qui peut être la honte, la culpabilité, le deuil, le trauma, mais il y a aussi l'amour. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que souvent on se tait par amour pour ne pas faire de mal. Du côté des parents qui parfois disent je ne peux pas dire ça à mon enfant parce que ça lui ferait du mal, mauvais calcul, mais inspiré quand même par l'amour, par la bienveillance, et puis du côté des enfants eux-mêmes qui veulent protéger aussi leurs aînés parfois et qui le payent très cher. Vous en êtes évidemment l'exemple. Carole, vous parlez ce matin, oui. Vous avez parlé, vous êtes allée même beaucoup plus loin. Vous avez eu donc cette petite fille, oui. Et pendant votre grossesse, ce secret est revenu vous hanter, oui. Ce secret que vous aviez mis de côté. Et à la naissance de votre fille, vous avez fait une dépression du postpartum. Oui. Vous avez été accueillie en unité mère-enfant. Oui. En quoi ça vous a aidé, ce séjour ? Sur plein de points. Déjà, j'avais l'impression d'être nuisible. Donc, j'ai pris conscience que c'était pas vrai. Et que ma fille, elle allait bien, et que voilà. Et après, j'avais toujours l'angoisse de pas pouvoir protéger ma fille. Et j'étais tétanisée par cette peur, je sais pas comment dire ça. Et à l'unité, les médecins m'ont dit que je pouvais porter plainte contre mon oncle, même s'il était décédé. Et là, j'ai vu que j'avais, moi, un moyen d'action sur ce qui s'était passé, et que si je le faisais, eh ben, ça allait couper toute cette mécanique, l'engrenage, en fait. Et le risque de transmission. Oui, de transmission, de pas protéger comme moi, on m'a pas protégée, j'arrêtais ce poids, j'allais pas le transmettre. Vous avez porté plainte, oui. Ça vous a permis de vous libérer? Alors, je pensais que j'allais me sentir super légère. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose très simple, c'est que la vie, elle continue. Et il y a quelque chose qui s'est déglacé, c'est plus cristallisé, et je peux aller dans ma vie et tranquillement. Avancer. Oui. C'est un acte symbolique vraiment très important, cette action en justice, parce qu'elle dit où sont les coupables, véritablement. Oui. Ça, c'est quand même fondamental. Et symboliquement, pour vous, ça ne peut qu'avoir un effet positif. Oui. Tout à l'heure, je disais que là, vous avez fait un chemin, vous l'avez déjà fait, extraordinaire, mais venir parler et témoigner aussi ici, j'allais dire, parce que en parler, c'est une chose, mais en parler publiquement devant... Oui. quelques centaines de milliers de personnes qui vous écoutent, c'est vraiment, je trouve, un acte très fort. J'en ai parlé dans ma famille aussi, parce que je ne pouvais pas concevoir de porter plainte et de ne pas en parler dans ma famille. Donc j'ai vraiment essayé de casser Il fallait que la parole circule à nouveau. Voilà, briser le silence. Vraiment partout. Oui. Vous avez une petite fille, elle a 1 an, elle est Oui. encore toute petite, Carole. Oui. Est-ce que vous lui en avez déjà parlé de ce secret? Non, pas comme ça. Ouais. Mais En fait, vous y pensez? oui, Ouais. je vais lui dire, Ouais. je lui dirai pas. Oui, un jour. Voilà, mais je vais sentir à un moment que ce sera le bon moment, et je lui dirai que tout le monde n'est pas bien intentionné et que j'en ai été victime, mais que je suis là et que je suis là pour elle. Ce qui est très beau aussi dans ces deux témoignages, c'est évidemment la preuve que c'est au moment d'une naissance quand même que les choses se rejouent. Alors on a dans les deux témoignages quelque chose d'absolument évident, c'est ce rendez-vous qu'on a avec soi-même et avec l'histoire de sa famille au moment d'un accouchement. Oui.
Philippe, j'ai trouvé dans le livre de Serge Tisseron qui s'appelle Secret de famille, mode d'emploi, quand et comment faut-il en parler, que vous connaissez par cœur au Marabout, cette phrase qui dit, il dit que le temps efface les blessures, mais à la mesure des alliances avec de nouvelles familles, il y a moins de chances que l'enfant soit confronté au même traumatisme de façon double. Vous partagez cette idée ? Oui, enfin, d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas imaginer non plus que très directement tout va se transmettre et qu'un enfant va forcément revivre les choses. Les nouvelles familles aussi, je dirais, c'est sur le plan de la famille réelle, mais aussi sur le plan de la famille intellectuelle. C'est les rencontres qu'on peut faire aussi avec un certain savoir sur les secrets de famille, avec pourquoi pas un analyste ou quelqu'un, ou même un chirurgien qui sait entendre. Hein. Ça a son importance aussi. Toutes ces nouvelles familles peuvent enfin nous aider à tamiser cet impact du secret de famille qui touchera moins directement l'enfant. Si ça n'a pas été élevé au bout de 5 générations, ça s'efface ou pas? Non. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que quand je parlais des malédictions familiales, il y a comme ça dans l'histoire des familles qui, comme ça, de génération en génération, on a l'impression que tant que la chose ne sera pas dite, tant que la parole ne sera pas levée, tant qu'elle ne circulera pas, elle viendra se focaliser physiquement, mentalement. Dans l'épiderme de la famille, comme voilà. vous dites. C'est quelque chose de cet ordre. Donc je crois que, quoi qu'il en soit, il vaut mieux quand même lever le secret. Merci beaucoup Philippe Grimbert, merci Carole pour votre beau témoignage, merci à vous Virginie aussi, et merci à Magali Massa qui a préparé ce dossier. On continue de vous accueillir sur le plateau des maternelles.